les 8 techniques. Alors, ça fait un peu office de sommaire, si on peut dire, cette slide-là. Donc, les voici. Hein. Je vais passer un peu plus en détail. Je ne vais pas vous les présenter maintenant, bien entendu, puisque ça va être un peu étape après étape. On va tout de suite commencer par la première, qui est simplement le serious game. Alors, le serious game, c'est un peu la base de notre activité. Hein. Lorsque je présente la société Almedia, je dis souvent on fait du serious game. Techniquement, c'est plutôt des dispositifs digitaux ludiques, hein, vraiment pour vraiment étendre d'une manière globale. Hein. Et du coup, là, le serious game, simplement l'objectif, c'est de mélanger le jeu et le sérieux. Plus précisément, c'est d'avoir des ressorts ludiques, enfin plutôt même de commencer par une intention sérieuse, que ce soit un objectif de formation, donc le fait de former des salariés, de former des employés à une nouvelle procédure ou alors à une nouvelle machine. Ça peut aussi être un objectif, une intention sérieuse plutôt de type communication de nouveautés produits, par exemple mettre en avant les avantages d'un nouveau produit. Et en tout cas, on associe tout ça avec des ressorts ludiques. Donc le fait vraiment de retrouver cet aspect jeu en global, notamment pour le serious game, une inspiration donc des techniques du jeu vidéo. Donc là-dessus, on s'inspire de pas mal de types de jeux. Le principal, et vous allez le voir avec une autre technique justement que je vais vous présenter après, c'est les jeux de type digital novel. Donc c'est des jeux qui permettent de dérouler justement une histoire face aux joueurs et joueuses apprenantes. Donc on fait dérouler une histoire, on permet à l'utilisateur ou l'utilisatrice de sélectionner les réponses, justement, de voir un peu quelles sont les conséquences de ces réponses-là. On s'inspire aussi des jeux de type jeu de rôle, hein, les RPG sur ordinateur pour role-playing game, et également des jeux type jeu de stratégie qui vous permettent de placer des unités, de décider de l'affectation de celles-ci. C'est des jeux qui vraiment sont plutôt de type on ne suit pas qu'un seul personnage, mais plutôt un ensemble de personnages qu'on affecte à différentes tâches. Le serious game de base, c'est 100% sur mesure. Il y a une possibilité de standardiser quand même, de proposer quelque chose sur étagère, on va le voir après. Mais effectivement, on est vraiment sur quelque chose qui est un développement complet, qu'on réalise entièrement pour vous, et qui implique la totalité des corps de métier justement qu'on réunit à Almedia. Donc autant des développeurs que des gens dans le domaine de l'illustration, que des gens dans le domaine justement du game design justement, ou dans l'ingénierie pédagogique aussi. Alors je vais illustrer quand même chaque technique que je vais vous présenter avec un petit cas concret pour donner un peu plus quand même d'image à tout ça. Et le premier justement que je vais vous présenter pour illustrer le serious game, c'est un serious game qu'on a réalisé pour Kuhn. Donc c'est le Kuhn Seeding Simulator. On est sur un serious game qui n'est pas de type formation, mais qui permettait plutôt de mettre en avant les avantages justement d'un produit. J'ai voulu commencer avec ça, puisque souvent on entend parler du serious game pour plutôt ce qu'on peut appeler les learning games, donc les jeux pour la formation. Toutefois, il y a pas mal de leviers justement qui permettent de l'utiliser en dehors de la pure formation. Et là, en l'occurrence, on est plutôt sur la présentation donc, des avantages d'une machine agricole développée par Kuhn, et notamment d'un boîtier qui permettait d'automatiser la production, justement, enfin la rentabilité, l'optimisation, si on peut dire, de la rentabilité des semis, des graines qui sont plantées dans le sol. Et le jeu prenait justement l'apparence que vous voyez actuellement sur l'écran. Donc, bien sûr, avant tout, vu qu'on est sur un jeu à vocation de communication, on voit la machine en grand, si on peut dire. C'est quand même une valorisation, bien sûr, du produit en lui-même. Et vous avez aussi différents facteurs, du coup, qui vous permettent d'ajuster. Alors, c'est à gauche sur l'écran, avec la profondeur des semis, par exemple. Différents facteurs qui vous permettent d'ajuster la hauteur, la profondeur plutôt, par exemple, à laquelle les semis sont plantés, le nombre de semis par mètre, des choses comme ça. Et en bas à droite, vous avez les rendements qui sont indiqués. Donc ces rendements-là, en fait, là vous voyez actuellement, lorsqu'on a pris la capture d'écran, les rendements sont en rouge, ce qui n'est pas très bon justement. Voilà, c'est un peu donner des feedbacks, si on peut dire, aux joueurs apprenants. Toutefois, l'idée, c'était justement sur un salon comme celui-ci, de proposer une petite application ludique qui fonctionnait sur tablette, qui pouvait être aussi reroutée sur un écran comme celui actuellement justement sur lequel vous voyez la capture d'écran, mais d'avoir un petit élément qui permettait de présenter justement au client potentiel les avantages du produit. Bien sûr, cela a été assorti quand même d'un jeu concours qui permettait aux différentes personnes de saisir leurs coordonnées, après de participer pour pouvoir gagner une présentation ou alors quelque chose réalisé par un commercial pour pouvoir présenter plus en détail le produit. En tout cas, quand même quelque chose qui motive pour pouvoir donner des coordonnées. Le tout, bien sûr, dans le respect du RGPD, je précise, où les gens accordaient de donner leurs coordonnées dans ce cadre-là. Donc voilà pour un premier exemple de serious game. Deuxième exemple du coup de technique que nous utilisons, c'est la gamification. Alors, quelle est la différence par rapport à ce que je vous ai présenté auparavant? Pour la gamification, on est plutôt sur le fait d'ajouter du jeu, ou même simplement de l'impression de jeu, c'est-à-dire pas forcément avoir une mécanique de jeu, mais donner l'impression de jouer à un jeu sur quelque chose de déjà existant.
Alors, ça peut s'appliquer sur des outils, des logiciels ou des protocoles, justement. Et là-dessus, on va greffer quelque chose qui ne se joue pas forcément, alors qui se joue pas forcément en termes de gameplay, vraiment, si j'utilise justement des termes de game design, c'est-à-dire de mécanique de jeu, mais peut-être parfois des choses qui relèvent avant tout de l'univers visuel, dans le but un peu de faciliter la compréhension, de mieux faire passer justement le message qu'on souhaite apporter sur l'objectif un peu justement de l'application. Donc pour pouvoir illustrer justement cette deuxième technique-là, je vous présente justement l'application qu'on a développée pour la société Physimed, donc avec l'application EMI qu'il développe. Et cette application-là, en fait, c'est une application dans le domaine de la santé qui est normalement utilisée dans un cadre de rééducation justement périnéale. Donc c'est principalement destiné aux femmes après accouchement, du coup, pour justement la rééducation de ce muscle-là, pour éviter les fuites urinaires et différents problèmes liés à ça. Et du coup, de base, en fait, l'application présentait des protocoles justement scientifiques. Voilà, vous pouvez peut-être voir en haut à gauche sur la première capture. C'est une application qui fonctionne sur smartphone. Vous le voyez justement à travers la taille, justement un peu en portrait, si on peut dire, de ces petites captures d'écran. Et sur ces protocoles-là, on était donc de base bien, sur des choses qui étaient très régulières. Dans le cas d'une rééducation physique, justement, on doit bien, enclencher le muscle d'une manière régulière. Alors selon certains exercices, c'est parfois des exercices de type renforcement, vous devez maintenir le muscle pendant un certain moment, vous avez des contractions qui sont rapides, des contractions régulières. Donc tout ça, en fait, de base, l'application, on voyait simplement des graphiques qui vous indiquaient quand il fallait contracter le muscle afin d'effectuer la rééducation. Nous, ce qu'on a proposé, justement, afin de sortir un peu l'utilisatrice de ce type de protocole, simplement de rééducation, c'est créer des univers visuels. Vous les voyez justement encore sur l'écran de gauche et vous voyez deux petites déclinaisons à droite. On a créé des déclinaisons visuelles de type sportif, par exemple. Au lieu juste de voir un graphique, voilà, vous allez voir une personne qui court et justement, lorsque cette personne saute directement avant le bac à sable un peu du saut à longueur, vous devrez justement concentrer le muscle. Il s'agit donc vraiment, comme je l'ai présenté avant, plutôt d'un univers visuel qui vient plutôt compléter un peu l'utilisation de l'application. Ça donne une autre apparence, justement. On a l'impression de faire quelque chose d'autre. Donc voilà vraiment l'essence de la gamification, c'est le fait de donner justement un sens ludique, si on peut dire, à quelque chose qui de base ne l'est pas. Un outil, un logiciel, un protocole, comme je l'ai présenté avant. Le e-learning, alors je vais vous présenter rapidement le e-learning pour pouvoir après rebondir sur la technique un peu qu'on utilise, qui est quand même un peu plus élaborée que ça. Je pense que le e-learning, tout le monde a déjà entendu parler, voilà. On est sur, avec ces solutions, une présentation d'un contenu pédagogique de manière informelle, sous un format digital. Donc le e-learning, ça peut être composé de plein de choses. Le but est vraiment de faire passer le message. On est dans le learning, donc vraiment dans de la formation pure et dure. Et là-dessus, du coup, on passe les contenus justement sous forme de schéma. On a une apparition contrôlée des différents éléments, que ce soit les schémas, que ce soit les éléments qui le composent. Le but est vraiment de piloter un peu l'apprentissage justement des apprenants et apprenantes, du coup, justement, sur le contenu à dispenser. Une des spécificités importantes de ce format, quand même, c'est le fait qu'il puisse être présent sur LMS, justement qu'on puisse les intégrer sur les Learning Management Systems, les systèmes justement de montée en compétences pour les salariés dans les entreprises. Donc ça impose des formats qui sont notamment ceux un peu de type format web, des choses qui peuvent facilement être intégrées sur les mêmes structures que les sites web du HTML5, voilà, pour pouvoir facilement les déployer sur ce type d'outils. Donc voilà rapidement, alors c'est pas forcément la thématique la plus drôle du coup, mais c'est un e-learning justement qu'on a réalisé, puisqu'on réalise aussi ça à Almedia en interne, même si, je répète, c'est pas une des techniques justement de gamification, c'est sur la formation en fait pour devenir conseiller funéraire. Donc vous pouvez voir, là c'est un screenshot, une capture d'écran justement d'une slide, du coup justement d'une page un peu de présentation de ce e-learning là. Bon, beaucoup d'éléments, c'est vrai, quelques schémas qui permettent quand même. Normalement, là je vous ai présenté la slide en entier, vu que sur mon support je n'ai que des images fixes, mais normalement les éléments apparaissent les uns après les autres. On a quand même beaucoup d'éléments qui sont effectivement, on est vraiment dans l'informatif, indicatif, quelque chose qui justement ne relève pas du tout du jeu vidéo de base, un peu d'interactivité, mais pas beaucoup plus. Et justement, sur ce format-là, nous, on a développé une technique, en fait, à la fois une technique de scénarisation et justement une solution qui nous permet d'implémenter ça. Et c'est assez intéressant, je pense, du coup, de vous la partager. C'est le e-learning scénarisé. Alors, qu'est-ce que c'est, du coup ?
c'est quelque chose qui fonctionne comme le e-learning. Du coup, on est sur un contenu voilà, qui s'intègre sur les supports de formation, enfin sur les LMS, hein, du coup, qui est un support de formation intégrable justement sur les LMS, donc ces fameuses plateformes de management de contenu. Et le petit twist, si on peut dire, c'est qu'on va baser ces formations-là plutôt sur le vécu. On va raconter quelque chose. Donc, on se base notamment sur des anecdotes, justement sur le vécu, voilà, sur des histoires qu'on va collecter, plutôt que de présenter le contenu d'une manière informelle. Alors c'est très utile pour présenter les éléments, donc tout ce qui concerne un peu le contenu pédagogique qui est lié à des liens de cause à effet, donc tout ce qui relève de l'humain, du personnel, ou peut-être même de la relation client justement, donc le fait de simuler justement une relation avec un client et de pouvoir laisser à l'utilisateur ou l'utilisatrice le fait de choisir la réponse qu'on lui apporte, de voir justement quelles sont les conséquences. Et avec le e-learning scénarisé aussi, on a une distanciation, si on peut dire, de l'apprenant ou de l'apprenante par rapport au contenu, c'est-à-dire vu qu'on est sur un format digital, justement, on peut avoir plus l'impression d'essayer, vraiment l'impression de chercher, enfin, voilà, de voir qu'est-ce qui se passe si on choisit cette réponse-là, voir quelles sont les conséquences un peu justement de ces choix, et ne pas avoir la peur de l'erreur qu'on peut avoir justement dans une salle de formation standard, où si vous apportez la mauvaise réponse face au professeur, tout le monde un peu voit comme quoi vous avez répondu la mauvaise réponse, ou même peut-être poser des questions voilà, qui peuvent paraître parfois un peu embarrassantes parce qu'on a l'impression d'être un peu bête. Là, on a quand même une certaine distanciation justement entre les réponses qui peuvent être choisies par l'apprenant, l'apprenante, et les conséquences qui sont affichées dans le module de type e-learning scénarisé. Alors, l'exemple, justement, pour illustrer tout ça, je vous présente justement une petite capture d'écran, alors plutôt une petite maquette des e-formations propriété intellectuelle. C'est donc des modules de formation qu'on a développés en partenariat avec un institut de formation en propriété intellectuelle, l'I2EPI. Et pour ceci, en fait, on s'est vraiment penché sur une problématique de scénarisation interactive, ce que je viens de vous présenter auparavant, le fait de raconter une histoire plutôt que de juste apporter le contenu d'une manière assez brute. Et on a choisi justement avec notre partenaire d'immerger nos joueurs et joueuses apprenantes dans un univers partiellement fictionnel. Alors on s'est juste basé sur un rôle qui n'existe pas, puisque dans les formations propriété intellectuelle, vous suivez les enquêtes de Pierce Intel, donc c'est le petit personnage qui est en train de parler sur l'écran que vous pouvez voir. Et du coup, dans ce détective en fait propriété intellectuelle, qui est Pierce, va se pencher sur différents cas qui sont liés à propriété intellectuelle encore, tout ce qui concerne les dépôts de brevets, la confidentialité, les dessins aux marques aussi, quand par exemple vous travaillez avec un sous-traitant qui réalise un logo ou qui réalise justement un visuel, est-ce que vous pouvez l'exploiter ou pas, dans quelles limites, des choses comme ça. Et pour pouvoir dispenser un peu tout ce contenu lié à la propriété intellectuelle, on a choisi de présenter donc des enquêtes sur lesquelles on commence un peu comme dans les séries télé d'enquête policière, on commence par les conséquences. Dans les séries télé d'enquête policière, en général, c'est une scène de crime. Là, ça va être plutôt, par exemple, un brevet qui a été enfreint par un concurrent, ou alors des choses comme ça, ou un concurrent qui développe une innovation technologique que normalement on a breveté il y a 6 mois. Donc on va commencer un peu de cette, entre guillemets, scène de crime pour pouvoir dérouler, justement, pour que notre enquêteur, notre détective propriété intellectuelle, remonte vers qu'est-ce qui s'est passé, comment ça aurait pu être évité. Il va donc aller un peu dans les entreprises qui sont impliquées, poser des questions. Et on retrouve donc tout un système un peu de scénarisation interactive qui permet de distiller le contenu pédagogique qui est rédigé par notre ingénieur pédagogique, justement. Donc, comme je dis, ça fonctionne comme le e-learning, c'est-à-dire on est sur des choses qui fonctionnent en HTML5, voilà, donc le format un peu des sites web, et qui est intégrable sur tous les LMS, les systèmes de management de compétences. La technique/technologie suivante, c'est la 360 interactive. Alors, je pense que tout le monde a déjà utilisé au moins une fois Google Street View ou alors un équivalent, du coup, avec des photos 360. Et là, du coup, nous, on a développé justement une méthode qui nous permet vraiment d'utiliser la même technologie, donc ces fameuses photos 360, couplées avec des photos aussi standards, en 2D, et d'immerger, si on peut dire, nos apprenants et apprenantes dans le lieu donné et de leur proposer justement de l'interactivité sur le lieu-là. Alors, c'est une solution vraiment très simple, en fait, même je dirais là, c'est la plus simple de nos solutions, justement, qui permet vraiment de mettre dans un lieu, justement, et de poser des questions, et de suivre un peu, justement, notre apprenant, notre apprenante, justement, dans ce qu'il fait à l'intérieur de cet environnement.
Donc du coup, c'est utile pour pas mal de choses dans le domaine de l'industrie. Donc vous en voyez quelques-unes justement qui sont détaillées actuellement. Donc les procédures de maintenance machine sans interruption de la production. Donc on peut facilement, lorsqu'il y a une journée justement où la machine est interrompue avant, prendre des photos et disposer, après intégrer ça à l'intérieur d'un module justement pour pouvoir faire présenter justement une formation aux nouveaux arrivants. Donc les nouveaux arrivants, justement pour l'accueil, découverte de lieux avant de s'y rendre. Donc le fait de proposer un module, justement, un peu de la même manière qu'on utilise Google Street View pour pouvoir voir dans la rue où se situe une certaine adresse. Vous pouvez par exemple présenter des locaux, des choses comme ça, voilà, en avance. Et enfin, un contexte assez utile, la vigilance, la piqûre de rappel. Donc proposer un petit module dans le cadre justement d'une formation de type recyclage, c'est-à-dire des gens qui reviennent en formation, qui ont déjà appris une fois, mais qui reviennent sur la formation longue durée. Donc avoir un petit module, si on peut dire justement en 360 interactive, pour pouvoir leur poser des questions, justement, voir s'ils sont au courant des choses qui ont changé depuis qu'ils ont eu leur formation initiale, que ce soit des normes, des techniques, des bonnes pratiques. Voilà, donc avec ce module-là, justement, vous pouvez vraiment réaliser, si on peut dire, ce type d'action. Un exemple rapide, alors on l'a déjà déployé, et on l'a déjà déployé quelques fois dans le domaine de l'industrie, justement, pas mal de fois même, mais le problème c'est que souvent, vu qu'on se base sur de la photo, c'est justement des contenus qui sont un peu en accord de confidentialité. Donc je présentais plutôt quelque chose qui relève de la santé, qu'on a déployé dans un hôpital, justement, pour le CHRU, justement, de Nancy. Et là-dessus, du coup, en fait, on a déployé un module de type 360 interactif, comme je vous ai présenté auparavant, avec un contexte de sensibilisation au risque dans les chambres des patients et dans le bloc opératoire. Mais là, en l'occurrence, sur la capture d'écran que vous voyez, c'est plutôt la chambre des patients. L'idée, c'était justement de sensibiliser le personnel hospitalier sur les différentes techniques, les différentes choses à bien maîtriser pour l'hygiène. Donc, sur l'écran, vous voyez qu'il y a des petits yeux, justement, qui sont affichés. C'est les points d'intérêt dont je parlais auparavant, donc tout ce qui est l'interactivité, justement, le fait de pouvoir interagir avec ces points. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez à chaque fois une question qui vous est posée, de type, par exemple, est-ce que cet objet a le droit d'être ici? Quel gant faudrait-il utiliser pour pouvoir le manipuler? Pour avoir des questions plus complexes aussi, vous choisissez parmi des images, justement, pour pouvoir répondre à travers ces images-là. Donc plein de questions qui sont possibles. Vous avez aussi des petites icônes de pas qui permettent simplement de passer d'un lieu à un autre, voilà, de différentes photos 360 à différentes autres photos. Donc une solution vraiment qui se déploie assez rapidement puisqu'on se base sur le réel là, avec des photos justement qu'on intègre directement à l'intérieur de la solution. Une des techniques suivantes, enfin une technologie, presque j'ai envie de dire, c'est la réalité virtuelle. Alors vous l'avez sûrement déjà vu à droite et à gauche, je sais que j'ai vu pas mal de stands qui utilisaient désormais des casques, du coup c'est plus si nouveau que ça, mais c'est quand même quelque chose qui est très pratique, la réalité virtuelle. C'est l'idée de simuler justement avec un casque un environnement qui permet d'immerger votre utilisateur. Donc c'est très utile pour un peu les mêmes thématiques que je viens de présenter avant avec la photo 360 interactive, sauf qu'avec la réalité virtuelle, vous êtes dans un environnement en 3D, et dans cet environnement-là, vous pouvez directement vous mouvoir, bouger à droite et à gauche. Alors, c'est une technologie et une technique qui implique l'utilisation de casques dédiés. C'est déjà une contrainte matérielle par rapport à ce que je vous ai présenté auparavant, puisque tout ce que je vous ai présenté avant fonctionne un peu comme les sites web. Grosso modo, c'est des choses qu'on peut facilement déployer sur quasiment tout type de support, que ce soit tablette, smartphone ou ordinateur. Des choses qui fonctionnent vraiment partout avec la réalité virtuelle. Automatiquement, vous avez besoin simplement de posséder les casques. Donc besoin d'un parc dédié. Évolution des casques qui est actuellement très rapide. Alors en l'espace de 5 ans, on a eu vraiment des générations entières de casques de réalité virtuelle qui sont apparus et qui ont presque disparu. Et l'absence aussi de normes clairement définies. Alors, j'essaye pas de ne pas vous vendre la réalité virtuelle, c'est juste qu'il y a pas mal de contraintes effectivement que je liste quand même par rapport à l'usage de ce support-là. Toutefois, il est quand même très très utile la réalité virtuelle, puisque comme je l'ai dit avant, on vous immerge avec cette technologie dans un environnement 3D, et elle est vraiment très très utile dès lors que vous vous formez par rapport à la gestuelle face à une machine. Donc l'avantage de la réalité virtuelle, c'est que vous avez le casque qui se pose sur vos yeux et qui suit directement les mouvements de votre tête. Par contre, avec ça, vous avez aussi des manettes de nos jours. Et peut-être même, de plus en plus, l'absence de manettes. Le casque en lui-même peut suivre directement vos mains, et de plus en plus précisément. Ce qui permet de faire à ce que vous avez vraiment un sentiment de présence et d'interagir avec les différentes choses que vous voyez dans l'environnement virtuel.
Et ça se développe de plus en plus, hein. Comme dit, il y a des casques qui sortent quasiment toutes les années. Et un point peut-être qui est encore assez important à travailler du côté de la réalité virtuelle, c'est le retour haptique, le fait vraiment de sentir l'objet que vous avez dans les mains. Là-dessus, justement, du côté de la formation gestuelle, c'est quelque chose qui pourra apporter beaucoup. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a utilisé, la réalité virtuelle? Un exemple concret, justement. Ben là, en l'occurrence, c'est un module, justement, qu'on a réalisé pour Siemens. C'est la présentation, en fait, d'une Portable Power Solution. Alors, qu'est-ce qu'une Portable Power Solution? C'est en fait une solution pas si portable que ça, puisqu'il s'agit d'un transformateur électrique, du coup, qui est composé d'ailleurs de plusieurs camions, en fait. Mais bon, en termes, voilà, par rapport aux autres solutions qui existent, on peut dire que c'est portable, puisqu'il est directement sur camions. Et en l'occurrence, on a présenté justement cette Portable Power Solution d'une manière interactive en réalité virtuelle, afin vraiment de sensibiliser l'utilisateur ou l'utilisatrice. Donc, j'ai oublié de préciser un peu le contexte, hein. C'était quelque chose qui est dans un objectif un peu comment dire, de promotion un peu, en l'occurrence comme sur Salon, de pouvoir faire découvrir à des clients justement les avantages de cette installation-là, d'une manière interactive, hein, vraiment en réalité virtuelle, en échelle 1:1, le fait vraiment de faire découvrir justement en immersion. Et du coup, justement, enfin, dans cette application-là, ce qu'on retrouve, c'est tout ce que je vous ai dit avant. Vous allez avoir le sentiment de présence, justement, d'avoir vraiment la Portable Power Solution face à vous, et aussi de pouvoir activer à certains moments, puisque le but est de vous présenter son déploiement, étape après étape, de pouvoir activer certains éléments de l'environnement afin d'interagir avec. Donc là, en l'occurrence, sur la capture d'écran, on voit des ingénieurs, justement, qui agissent sur la machine en elle-même. Eh bien, vous allez pouvoir vraiment, voilà, vous-même aussi faire le geste, hein, directement à certains endroits de la simulation en réalité virtuelle. Une technique suivante, du coup, la réalité augmentée. Alors, du côté de la réalité augmentée, on peut dénoter un peu deux types de techniques différentes. On a soit la réalité augmentée qui s'utilise avec des casques, donc des casques qui sont, somme toute, dans l'usage, un peu dans le matériel qui ressemble un peu à ceux de la réalité virtuelle. On a notamment l'HoloLens 2, sur lequel on est actuellement en train de travailler. Mais c'est des choses qui sont actuellement en travail, donc du coup on n'a pas vraiment de référence concrète à encore représenter dessus. Plus généralement, on peut aussi utiliser la réalité augmentée via les smartphones, hein, justement. Il y a des usages qui sont très très utiles pour cette techno-là. Des choses très simples, comme la carte de vœux, ou alors les flyers interactifs. Donc par exemple, vous êtes sur un salon comme celui-ci, vous avez votre kakémono ou alors vos stickers muraux justement qui présentent votre offre, et vous souhaitez par exemple présenter une solution directement, on peut justement faire avec la réalité augmentée justement et tout ce qui est de la reconnaissance de symboles, on peut superposer des vidéos, des éléments comme ça qui apparaissent sur ces éléments-là, sur ces éléments de communication-là. Et en l'occurrence aussi, pouvoir proposer une carte de vœux justement qui va au-delà simplement de la simple carte. Un contexte un peu plus vraiment dans le domaine de la visualisation, c'est l'étude d'implantation justement avec la détection de sol. Donc je l'ai dit, la carte de vœux, on utilise des marqueurs ou alors on détecte une image si on peut dire. Avec l'étude d'implantation, simplement on détecte le sol. Et je vais peut-être vous présenter ça plus en détail avec le cas concret justement. Donc là en l'occurrence c'est une étude de cas qu'on a réalisée pour quelqu'un qui fournit des piscines du coup. Et l'idée était justement d'avoir des visualisations très rapidement, directement chez le client, en live si on peut dire, des différentes piscines. Donc là en l'occurrence vous voyez justement directement chez quelqu'un. Alors je ne vous conseille pas d'installer la piscine de cette manière, hein, avec le garage en face, c'était plutôt un test. Mais effectivement, vous avez quand même une simulation de la piscine en échelle 1:1, justement, sur le sol qui a été détecté. Vous pouvez directement mettre cet élément-là, et on ne le voit pas là, bien sûr, puisque c'est une image, mais non, directement la déplacer, la tourner, voilà, voir vraiment comment on peut rendre l'environnement en fonction justement de cet élément ajouté en réalité augmentée. Alors, les deux dernières techniques du coup, que je voulais vous présenter ce matin, il y en a donc encore deux. La première, c'est l'escape game. Alors, on a créé un peu ces deux techniques avec un objectif en tête. Ce que je vous ai présenté, les différents outils, les différentes techniques, c'était des éléments qui permettent vraiment un peu de faire de la formation en autonomie, si on peut dire. Alors, même si on n'est pas forcément en autonomie, si on prend l'exemple que je viens de présenter en réalité virtuelle juste avant pour Siemens, on était plutôt sur un cadre de salon justement où on va avoir un animateur avec quelqu'un qui est en train de tester l'expérience en réalité virtuelle.
Et toutefois, là vraiment, enfin, les deux dernières solutions, les deux dernières techniques que je vais vous présenter, elles sont plutôt liées vraiment au fait de faire quelque chose une expérience en fait qui se partage, de vraiment retrouver un peu l'échange, la convivialité et le partage de bonnes pratiques, de choses comme ça autour d'une table. On s'est beaucoup basé en fait simplement sur les jeux de société, sur les jeux de cartes, des choses qui permettent vraiment de créer en fait une sensation vraiment de partage d'expérience. Donc, dans un contexte de formation, c'est plutôt pour avoir un échange de bonnes pratiques, notamment, favoriser vraiment cet échange. Par exemple, en salle de formation, dès que vous présentez justement une notion pédagogique, voilà, vous avez souvent un échange de l'ordre de comment est-ce que vous faites ça jusqu'à maintenant, comment est-ce que ça se passe. Donc cet échange vraiment de bonnes pratiques, et c'est un peu cette validation à plusieurs, justement, avoir une concertation entre les différents participants d'une formation pour pouvoir dire voilà ce que nous ferions, voilà ce qu'on pense bien. Donc c'est vraiment des choses qu'on a souhaité retrouver sur cette solution-là. Et donc la solution d'Escape Game. Alors du coup, l'Escape Game, je pense le concept en lui-même, vous en avez déjà peut-être entendu parler. C'est le principe d'avoir simplement une salle dans laquelle vous avez des énigmes à résoudre avec différents objets qui sont posés à droite et à gauche. Et vous devez résoudre une énigme globale dans l'optique de sortir de la pièce. Et c'est un peu des concepts justement qu'on utilise nous pour ce principe-là. Donc l'objectif global, si on peut dire, c'est en général sortir d'une pièce ou découvrir un peu la manière de sortir de cet élément-là. Les objectifs intermédiaires, qui sont plutôt, par exemple, le fait d'ouvrir une certaine boîte, de réussir à passer à une seconde salle, voilà, dans laquelle on va découvrir des nouveaux éléments, et toutes les énigmes jalons, justement, qui sont autant de choses, voilà, à résoudre pour nos joueurs et joueuses apprenants. Tout cela, en fait, nous, on le corrèle justement, donc ces mécaniques d'escape game-là, avec le contenu pédagogique. Et donc, pour pouvoir vous présenter un peu de quelle forme ça peut prendre, justement, donc c'est une référence qu'on est en train de réaliser actuellement pour justement un industriel dans le domaine de la production de lait, justement, et qui souhaitait en fait sensibiliser les personnes, du coup les agriculteurs notamment, sur les problématiques de gestion de la production du lait et de risques en fait d'infection des mammites des vaches, qui diminuent justement la production de lait. Et là-dessus, il s'est posé la question comment justement amener les agriculteurs à réfléchir ensemble autour d'une table à un moment donné sur une action de formation pour pouvoir apprendre cela. Et nous, on a proposé justement une logique d'escape game. Alors c'est un escape game qui prend plutôt à la forme d'un jeu de cartes. Donc c'est un jeu de cartes couplé avec une petite application à côté qui va guider justement les utilisateurs et les utilisatrices sur les différentes cartes qu'ils doivent tirer, sur les objets qu'ils reçoivent, par exemple, justement, qui prennent aussi la forme de cartes. Mais tout cet élément, en fait, tout ce côté maître de jeu qu'on retrouve normalement dans un escape game ou dans un jeu de rôle, eh bien justement, là, vous le retrouvez à travers cette application-là qui guide les joueurs. Et donc, vous pouvez voir, après, vous avez différentes cartes, des cartes de type objet, comme il y en a actuellement à droite. Donc, c'est la carte de tutoriel, voilà, qui montre un peu le fonctionnement de jeu, ou d'autres cartes qui permettent plus de situer un peu ce qui se passe dans l'environnement, justement, avec, en l'occurrence, un bureau donc, qui est mal éclairé au début, et une porte fermée, justement, comme vous le voyez, en haut à gauche. Donc on retrouve toutes ces mécaniques, justement, qui sont vraiment scénarisées avec le contenu pédagogique. C'est-à-dire, pour pouvoir sortir justement de la pièce, vous allez devoir identifier 3 causes, justement, d'infection des mammites pour pouvoir prévenir, justement, les risques là-dessus. Donc il y a tout un scénario aussi global qui permet d'introduire aux joueurs et aux joueuses, justement, le concept un peu global, l'objectif, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous êtes là. Je ne vais pas le présenter ici, mais ça permet quand même de mettre en situation justement les joueurs et joueuses apprenantes sur ce type de module. Et enfin, on arrive déjà à la huitième technique, si on peut dire. C'est la technique des cartes connectées. Elle est un peu similaire à celle que je vous ai présenté juste avant, donc l'escape game, sauf que là, on est sur un usage un peu différent. On va plutôt avoir un cas justement à résoudre, et les cartes qui sont présentes sur la table, justement, donc qui sont accessibles aux joueurs et aux joueuses, eh bien, sont équipées en général d'un QR code, ou sont justement sont reconnues, si on peut dire, peuvent être reconnues par l'application justement qui sert un peu de maître de jeu. Et en l'occurrence, ce qui va se passer en fait dans ce type de solution, c'est que les joueurs et joueuses vont valider ensemble une solution et l'application va dire si celle-ci est bonne ou n'est pas la bonne. Alors, le principe paraît un peu abstrait comme ça, donc je vais le présenter plutôt avec le cas concret. Et ce cas concret-là, justement, on l'a développé pour
l'ACOS. Alors l'ACOS, c'est l'URSSAF, mais au niveau national, hein, du coup, c'est un peu le patron, si on peut dire, des URSSAF. Et du coup, là-dessus, en fait, l'ACOS nous a sollicité pour pouvoir apporter en fait une formation dans le domaine de la gestion des nouvelles relations en fait entre cotisants et agents administratifs. Donc c'est une thématique assez complexe, puisque du coup on touche vraiment à l'humain. Vous avez peut-être entendu parler de oops.gouv.fr, donc c'est toute une initiative en fait. Donc oops.gouv, c'est le site web qui un peu matérialise l'ensemble des bonnes pratiques de cette initiative, hein, du côté des cotisants, c'est plutôt du côté des impôts. Mais ça touche aussi du coup les URSSAF et puis les cotisations sociales. Et en fait, ils ont vraiment souhaité avoir un module, mais pas forcément un module en autonomie, comme je vous ai présenté auparavant, plutôt un module où on échange les bonnes pratiques, où il y a un peu une espèce de centralisation justement de ces bonnes pratiques-là, un échange hein, vraiment, qui permettent à leurs agents, lorsqu'ils sont en formation, de justement d'échanger entre eux. Donc vous retrouvez un peu le principe que j'ai présenté avant, avec des cartes avec un QR code dessus, et comment se joue ce serious game-là, en fait, cette application de cartes connectées. Et bien simplement, autour de la table, vous avez un joueur ou une joueuse qui porte le smartphone, du coup, qui va justement sélectionner quelle va être la bonne réponse. Mais bien sûr, le principe, c'est de consulter les autres joueurs et joueuses pour voir si cette réponse est la mauvaise réponse. Là, en l'occurrence, dans le contexte de l'URSSAF, ça va être toujours, vous allez avoir le smartphone qui va vous présenter un cas, par exemple, d'un cotisant qui est mécontent parce que c'est déjà la deuxième relance qu'on lui adresse, et voilà, on lui demande de payer alors qu'il a déjà payé à 3 mois, enfin, des choses qui, justement, arrivent malheureusement d'une manière automatique avec l'URSSAF. Et donc, vous, en tant qu'agent administratif, si on peut dire, voilà, enfin, en tant que groupe d'agents administratifs sous la table, vous allez sélectionner qu'est-ce qu'il faut faire à travers le scan, justement, de la bonne carte. Est-ce que vous allez en parler à un collègue? Est-ce que vous allez directement consulter le dossier de la personne? Est-ce que vous allez dire à la personne ben non, écoutez, c'est déjà la deuxième relance, vous n'allez pas payer. Donc ça, c'est des choses justement que vous pouvez sélectionner en scannant les cartes, et à chaque fois, justement, l'application vous dit c'est bon, c'est pas bon, ce serait plutôt mieux de penser à faire ça. Voilà. On oriente, si on peut dire, toujours les joueurs et joueuses pour pouvoir faire le bon choix, leur apporter le contenu pédagogique. Donc voilà vraiment deux exemples un peu qui sont plus de formation autour de la table. On a vraiment réfléchi avec ces deux dernières références comment ramener les gens autour de la table et faire à ce qu'il y ait un échange de bonnes pratiques plutôt que simplement une formation en autonomie. Voilà donc un peu les 8 techniques, hein. Je vais très rapidement les résumer puisqu'on arrive déjà un peu à la fin du temps. Le Serious Game, donc très utile, sur mesure en global et permet vraiment de répondre un peu à tous les besoins, hein. La gamification, comme je l'ai présenté, donc c'est quelque chose qui se base déjà sur l'existant pour les outils, les protocoles, hein. Ça permet vraiment de parfois changer un peu le visuel, la manière d'appréhender certaines choses. La réalité virtuelle, très utile pour immerger à l'intérieur justement d'un environnement 3D, hein. Donc tout ce qui est le fait de sensibiliser, de former sur la gestuelle, sur le fait d'avoir le bon geste face à la bonne machine. La réalité augmentée, de base, c'est superposer des éléments qui n'existent pas justement dans la réalité avec les smartphones ou avec les casques. Donc très utile là, pour pouvoir afficher justement des éléments et faire des études d'implantation, comme vous avez pu le voir. Le e-learning et le e-learning scénarisé. Donc là, c'est une solution qui est plutôt utile pour tout ce qui est les formations qui sont liées à la gestion de l'humain, donc tout ce qui est la relation commerciale, la gestion du personnel, la gestion justement des cas critiques du personnel, hein, par exemple tout ce qui est les problèmes entre collègues ou des choses comme ça, voilà, comment les gérer, justement mettre en situation, si on peut dire là-dessus. Les photos 360, hein, les images en 360, donc, comme on l'a vu, c'est très utile pour présenter à l'intérieur de lieux, voilà, et mettre des points d'intérêt, faire découvrir justement un peu des mécanismes, des choses comme ça à l'intérieur des lieux. Les escape games, donc là-dessus vraiment pour plutôt pouvoir favoriser l'échange autour de la table et vraiment voir un peu qu'est-ce qui en émerge, hein, favoriser les discussions justement interparticipants et interparticipantes. Et enfin, les cartes connectées, où vous avez vraiment une concertation, un peu de la même manière que l'escape game, mais plus autour d'un cas concret à résoudre, hein, justement, comment gérer peut-être un client mécontent ou des choses comme ça. Voilà un peu les 8 techniques que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci à tous.